As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semblait adulte, mais réagissait comme un enfant blessé? T'es-tu déjà senti, dans des moments de colère, de rejet ou d'incertitude, comme entraîné dans un passé émotionnel dont tu n'as jamais vraiment réussi à sortir? Voici l'un des secrets les plus troublants de la nature humaine, et peut-être l'un des moins abordés avec honnêteté. La maturité émotionnelle ne vient pas avec l'âge. Il n'existe aucune ligne du temps garantie entre la croissance physique et la croissance intérieure. Avoir un permis de conduire, un diplôme accroché au mur ou une alliance au doigt ne signifie pas que l'on sait gérer les frustrations, exprimer ses vulnérabilités ou tolérer les incertitudes sans s'effondrer. Certaines personnes atteignent 60 ans en portant les douleurs, les peurs et les silences de leurs 6 ans. Et certains adolescents, par la force de la vie ou un don rare, font preuve de sérénité, de compassion et de conscience de soi que bien des personnes âgées n'approcheront jamais. La question qui dérange et qui nous hante d'une manière presque invisible est la suivante. Quel âge as-tu à l'intérieur? Ce n'est pas une provocation gratuite. C'est une ouverture vers un miroir sans maquillage. Car nous avons tous déjà réagi de manière disproportionnée, illogique, passive-agressive ou glaciale face à une déception. Nous avons tous vécu ce moment où nous nous sommes dit « Mais pourquoi diable ai-je réagi comme ça ?» La vérité est à la fois simple, brutale et libératrice. Il existe un décalage chronique entre le temps du corps et le temps de la psyché. Grandir physiquement est biologique. Grandir intérieurement est existentiel. C'est social. C'est affectif. Cela se construit ou se bloque selon les expériences vécues et celles qui nous ont manqué. Imagine un instant que chacun d'entre nous porte en soi un enfant émotionnel. Un « moi » primitif, formé à partir des premières interactions avec des figures d'attachement ou de leur absence. Ce moi ne disparaît pas avec le temps. Il se cache, se déguise, s'adapte. Et bien souvent, il prend les commandes dans les moments les plus critiques de la vie adulte. Tu peux être assis dans une réunion importante, entouré de collègues respectés, et soudain sentir ton sang bouillonner comme si tu étais humilié dans la cour de récréation. Tu peux être dans une relation stable et au moindre signe de désintérêt de l'autre, réagir par la jalousie, le silence, la colère ou la fuite, comme si l'abandon déclenchait une douleur ancienne, non pas liée à la relation actuelle, mais à une scène bien plus lointaine. Que se passe-t-il alors? Qui est en train de ressentir, de penser et d'agir à travers nous? C'est ce moi émotionnel, parfois figé à l'âge où l'on a été trahi, ignoré, humilié, pas écouté. Un moi qui n'a pas appris à traiter la douleur, la frustration ou l'insécurité de manière adulte, parce que, au moment crucial, personne ne lui a montré comment. Mais attention, il ne s'agit pas de victimisation, il s'agit de lucidité. Il s'agit d'arrêter de confondre croissance physique et développement émotionnel. Car ce sont deux processus différents, et l'un ne garantit pas l'autre. Et c'est là que commence l'inconfort et la beauté de ce constat. Beaucoup d'adultes dans ce monde sont émotionnellement de grands enfants, avec des postes à responsabilité, des enfants, des factures, des contrats, mais sans langage intérieur pour nommer leurs blessures, sans force émotionnelle pour tenir un conflit sans exploser, sans courage pour admettre qu'ils ont été blessés. Et le plus ironique, c'est que plus on a honte de cette immaturité intérieure, plus elle se manifeste de manière incontrôlable. Plus on tente d'avoir l'air sûr de soi, fort et maîtrisé, plus on devient l'esclave de réactions automatiques, infantiles, impulsives et profondément destructrices. La culture dans laquelle nous avons grandi ne nous aide guère. On nous a appris à chercher des diplômes, des emplois, des objectifs et le succès. Mais qui nous a appris à gérer le rejet sans effacer l'autre? À supporter le silence sans imaginer l'abandon? À demander de l'attention sans se sentir humilié? L'école ne nous l'a jamais appris. Les familles, bien souvent,
étaient trop occupés à survivre. Les relations, quant à elles, sont devenues des champs de bataille où chacun lutte pour être aimé sans trop savoir aimer. Alors, nous avons grandi. Mais nous n'avons pas mûri. Nous avons pris l'apparence d'adultes, mais nous portons à l'intérieur des versions fragiles, rancunières, incertaines de nous-mêmes. L'un des grands malentendus contemporains, c'est de considérer la maturité comme un automatisme lié à l'âge, comme si elle surgissait avec le temps, comme si la vie était un parcours linéaire avec un diplôme final garanti. Mais ce n'est pas le cas. Grandir émotionnellement demande un choix, demande de la conscience, demande de la douleur. Et tout le monde ne fait pas ce chemin. Tout le monde ne le veut pas. Tout le monde ne sait pas par où commencer. C'est pourquoi tant de gens se baladent armés de sarcasme, d'ironie ou de froideur. Il est plus facile de paraître indifférent que d'admettre qu'une blessure ancienne a été réveillée. Il est plus facile d'attaquer que d'avouer qu'on est perdu. Il est plus confortable de blâmer l'autre que de regarder en soi et de reconnaître « ma douleur est plus grande que ce qui s'est réellement passé ». Voici donc le dilemme silencieux et profond. Si nous ne sommes pas adultes à l'intérieur, comment pouvons-nous gérer le monde extérieur? Comment créons-nous des liens? Comment éduquons-nous des enfants? Dirigeons-nous des équipes? Construisons-nous des relations amoureuses sans les entraîner dans nos propres abîmes émotionnels? La réponse est simple. Nous ne gérons pas. Nous réagissons. Et bien souvent, nous reproduisons exactement ce qui nous a blessés. L'enfant qui n'a jamais été écouté devient l'adulte qui crie. L'adolescent qui n'a jamais été accueilli devient l'adulte qui punit. L'enfant qui a appris à cacher ses larmes devient le partenaire qui ne sait pas dire « j'ai besoin de toi ». Combien d'histoires d'amour s'effondrent, non par manque de sentiments, mais par manque de maturité émotionnelle? Combien de conflits pourraient être résolus par une simple phrase honnête si seulement quelqu'un avait appris à la dire? Combien d'amitiés se brisent à cause de caprices qui auraient pu être évités avec un peu plus de vocabulaire émotionnel? Mais personne ne nous a donné ce dictionnaire. Personne ne nous a enseigné cette grammaire. Et nous continuons à trébucher sur les mêmes pierres. Tu connais probablement la douleur d'avoir été incompris, mais connais-tu la terreur de ne pas trouver les mots pour t'expliquer? Tu as déjà été ignoré, mais as-tu déjà reconnu à quel point tu as ignoré tes propres sentiments pour ne pas paraître faible? Tu as ressenti de la colère, bien sûr, mais as-tu déjà su dire « derrière ma colère, il y a de la peur, de la nostalgie, de l'insécurité » C'est là que l'on commence à comprendre ce que signifie réellement grandir émotionnellement. Ce n'est pas cesser de ressentir, c'est apprendre à nommer, à soutenir, à exprimer et à transformer ce que l'on ressent. Mais avant cela, avant toute cette construction, il faut affronter ce que beaucoup fuient, la possibilité réelle d'être émotionnellement figé. Et si ton silence n'était pas de l'élégance, mais de la peur? Et si ton ironie n'était pas de l'intelligence, mais un mur contre la vulnérabilité? Et si ta colère n'était pas de la force, mais du désespoir mal déguisé? Ces questions dérangent car elles retirent le masque du contrôle. Et personne n'aime découvrir qu'il est encore en train d'apprendre à marcher à l'intérieur. Mais c'est là la vérité la plus libératrice. La maturité émotionnelle n'est pas un point de départ. C'est une destination. Et comme toute destination précieuse, elle demande un long voyage. Et comme tout long voyage, elle demande du courage. Du courage pour se regarder avec moins de jugement et plus de curiosité. Du courage pour dire « je ne sais pas encore gérer cela, mais je suis prêt à apprendre ». Du courage pour abandonner l'orgueil qui dit « je peux m'en sortir seul » et faire de la place pour des relations où l'autre peut nous aider à grandir. Car personne ne mûrit seul. On grandit quand quelqu'un soutient notre douleur sans la minimiser, quand quelqu'un nous écoute sans se presser.
quand on est accepté exactement là où l'on est encore imparfait, mais désireux d'aller plus loin. Ce voyage commence maintenant, et la première question que tu dois te poser est: si je me sentais profondément déçu par quelqu'un que j'aime, comment est-ce que je réagirais? La réponse ne sera peut-être pas jolie, elle pourrait même faire mal, mais elle sera vraie. Et c'est dans la vérité, et uniquement en elle, que commence toute possibilité de transformation. As-tu déjà eu cette étrange sensation de te regarder de l'extérieur et de penser « cette réaction ne me ressemble pas » ? T'es-tu déjà retrouvé dans un état de colère, de repli, de silence glacial, tout en sentant au fond que tout ce que tu voulais, c'était de la compréhension? C'est là que réside le conflit. En surface, on dirait que tu es aux commandes, que tu as choisi de te taire, d'exploser ou de t'éloigner. Mais en y regardant de plus près, tu réalises que ce n'est pas vraiment toi qui as choisi. C'est quelque chose de plus ancien, de plus instinctif, de plus émotionnellement primitif. Un réflexe qui t'envahit avant même que tu puisses réfléchir. C'est ce qui se passe quand on est émotionnellement désaligné, quand on réagit depuis un « moi » qui a cessé de grandir bien avant notre corps ou notre parcours professionnel. Et ces réactions suivent un schéma, un vieux schéma, presque archétypal. Il existe 3 manières techniques très fréquentes de réagir face à une blessure émotionnelle, surtout quand elle vient de quelqu'un qu'on aime ou dont on dépend affectivement. Ces 3 réactions ne sont pas aléatoires. Ce sont des réflexes de défense émotionnelle. Des stratégies inconscientes que nous avons forgées il y a longtemps, quelque part dans notre enfance ou notre adolescence, pour survivre à la douleur du rejet, de l'indifférence, de l'absence ou du mépris. Et aujourd'hui, ces mêmes stratégies, autrefois utiles, sont devenues des prisons émotionnelles. La première, c'est le silence blessé. Imagine la scène. Tu attendais avec impatience que ton partenaire pense à une date importante. Une occasion symbolique, un geste simple, un message qui dirait « Je tiens à toi ». Mais le jour passe. Aucune parole, aucun signe. Une douleur aiguë traverse ta poitrine, un mélange de déception et d'abandon. Et là, tu te tais, tu ne dis rien, tu ne poses pas de questions, tu ne réclames rien. Mais, à l'intérieur, une tempête se forme. Le ressentiment s'installe. La colère s'accumule en silence. Tu réponds par des phrases courtes, des regards froids, des remarques ironiques. Et au lieu de dire « ça m'a fait mal », tu attends que l'autre devine, qu'il comprenne, qu'il lise entre les lignes. Pourquoi ? Parce que parler de sa douleur demande du courage, demande de la vulnérabilité. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est presque insupportable. On nous a appris que montrer sa tristesse est un signe de faiblesse, que demander de l'attention, c'est être dépendant, qu'exprimer une douleur, c'est donner du pouvoir à l'autre. Alors on se replie. On espère, comme un enfant, que l'autre devrait savoir, comme un bébé qui pleure et attend que la mère devine ce qui ne va pas. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des bébés. Et pourtant, nous continuons à attendre, en silence, que quelqu'un devine nos blessures. Le problème ? Personne n'est devin. Et ce silence blessé devient un mur. Le mur devient distance. Et la distance devient désamour. Pas par manque de sentiments, mais par manque de langage émotionnel. Par manque de maturité pour dire « ça m'a fait mal. J'attendais quelque chose de toi ». La deuxième réaction immature, c'est l'explosion disproportionnée. Imagine quelqu'un qui arrive en retard à un rendez-vous ou qui oublie de te prévenir d'un changement important. En quelques secondes, le sang te monte à la tête. Ta gorge se noue, ta voix s'élève. Et avant même de réfléchir, tu accuses, tu cries, tu généralises. Tu fais toujours ça. Tu t'en fiches de moi. Je ne suis jamais une priorité pour toi. L'intensité est si grande qu'elle dépasse le fait lui-même. Et souvent,
c'est le cas. Car ce n'est pas juste le retard qui t'a touché. C'est cette vieille blessure, ne pas se sentir important, ne pas être choisi, ne pas être vu. Cette douleur, profondément enracinée, se transforme en colère. Une colère qui, en apparence, ressemble à de la force, mais qui, à l'intérieur, est du pur désespoir. La vérité, c'est que personne qui se sent vraiment en sécurité n'a besoin de crier. La colère, souvent, est un appel au secours déguisé en attaque. Une tentative maladroite de dire « Regarde-moi, écoute-moi, j'ai besoin de toi ». Mais l'autre, qui ne voit que l'agression, se défend, riposte, s'éloigne. Et le cycle recommence. Douleur qui devient colère. Colère qui devient culpabilité. Culpabilité qui redevient douleur. Tu ne voulais pas te battre. Tu voulais te sentir aimé. Mais tu ne savais pas comment le demander. La troisième réaction, la plus subtile peut-être, la froideur émotionnelle. Tu es blessé et tu réponds par l'indifférence. Tu fais comme si de rien n'était. Tu agis comme si ça ne t'avait pas touché. Tu mets un masque de sérénité. Mais à l'intérieur, tu es dévasté. Tu fais ça parce qu'un jour, tu as appris que ressentir, c'est trop douloureux. Que montrer tes émotions, c'est risquer le ridicule. Que dépendre de quelqu'un, c'est te mettre en danger. Que t'attacher, c'est donner à l'autre le pouvoir de te briser. Alors, tu t'anesthésies. Tu prétends que ça ne t'a pas blessé, que rien ne t'atteint, que tu es inébranlable. Mais ce n'est pas vrai. Et cette protection te coûte cher, parce qu'à force, tu te déconnectes de toi-même, des autres, de la vie. Tu ne te permets plus de pleurer, ni de vibrer, ni de désirer intensément. L'indifférence devient une armure, mais une armure qui étouffe tout ce qu'il y a de vivant en toi. Et voici la vérité la plus dure. Ne plus ressentir, ce n'est pas la liberté, c'est l'enfermement. Parce que quand tu coupes l'accès à la douleur, tu coupes aussi l'accès à la joie, au plaisir, à la tendresse. Tout devient fade, contrôlé, stérile. Et au fond de toi, tu sais que derrière ce peu importe, vit un « ça compte énormément » que tu ne sais plus dire à voix haute. Ces trois réflexes, le silence blessé, l'explosion excessive et la froideur feinte, sont les symptômes d'une même blessure. L'incapacité à gérer la douleur sans en être submergé. Ce sont des tentatives précaires d'autoprotection. Des mécanismes forgés jadis dans des contextes où ressentir était dangereux, où parler ne servait à rien, où avoir besoin, c'était être abandonné. Mais aujourd'hui, tu n'es plus là-bas. Aujourd'hui, tu peux choisir autre chose. Commencer à bâtir une nouvelle réponse émotionnelle. Une réponse plus consciente, plus honnête, plus saine. Mais cela demande une chose difficile, se regarder en face, avec sincérité. Pose-toi ces questions. Quand quelque chose me blesse, est-ce que je sais le dire clairement? Quand quelqu'un me déçoit, est-ce que je sais demander ce dont j'ai besoin ou est-ce que je me referme? Quand je me sens en insécurité, est-ce que j'attaque ou est-ce que j'accueille cette insécurité avec douceur? Ces questions font mal, mais elles sont nécessaires. Parce que ce n'est qu'en reconnaissant les schémas qu'on peut commencer à les transformer. Alors voici une invitation. Cesse d'attendre que les autres devinent tes douleurs. Cesse d'attaquer comme si le monde entier était contre toi. Cesse de faire semblant de ne rien ressentir, juste pour ne pas paraître faible. Commence petit à petit à donner un nom à ta douleur, à mettre en mots ce que le silence ne peut plus porter seul, à assumer que ressentir, c'est humain, et que demander du soin, ce n'est pas une humiliation, c'est de la maturité. Nous sommes ici pour ça, pour grandir, pour apprendre à réagir autrement, pour sortir du mode automatique et entrer dans la conscience. Parce que seuls ceux qui reconnaissent leur immaturité peuvent réellement mûrir. Et si tout ce que tu considérais comme de la faiblesse
était en réalité une forme de force? Et si les comportements que le monde associe à l'intelligence émotionnelle, froideur, indifférence, contrôle, étaient en fait des signes d'un effondrement intérieur que personne n'a eu le courage d'affronter? Après avoir reconnu les 3 réflexes de l'immaturité émotionnelle, le silence blessé, la colère disproportionnée et la froideur défensive, il est temps de faire un pas de plus. La question n'est plus « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» mais plutôt « Qu'est-ce qui serait juste ?» Comment réagit une personne émotionnellement mature face à la douleur, à la frustration, à une déception? La réponse est simple, mais elle n'est jamais facile. Être émotionnellement mature, ce n'est pas cesser de ressentir, c'est tout ressentir, et malgré cela, rester lucide. C'est reconnaître la colère, la tristesse, l'insécurité, sans en être l'esclave. C'est transformer l'impulsion en choix, l'instinct en langage, la douleur en pont et non en mur. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Imagine la même scène de l'oubli, la date spéciale que ton partenaire a négligée. Que ferait une personne émotionnellement mature? Elle respirerait profondément, reconnaîtrait la douleur, et alors, elle parlerait, avec des mots, d'une voix calme, avec fermeté et vulnérabilité à la fois. Je me suis senti oublié aujourd'hui, ça m'a blessé. J'aurais aimé que tu t'en souviennes. Sans cri, sans reproche, sans silence glacial, juste une vérité dite avec courage. Peux-tu imaginer la puissance que cela représente? Il n'y a pas de passivité, il n'y a pas d'agressivité, seulement de la clarté émotionnelle. Et c'est là la première marque de la maturité émotionnelle, la capacité d'expliquer. Mais c'est ici que surgit la première grande difficulté. Expliquer ce que l'on ressent n'a rien de naturel. Ce n'est pas un don inné. C'est en réalité l'une des compétences les plus complexes que l'on puisse développer. Parce qu'elle demande du langage, mais surtout, elle demande l'accès à sa propre douleur. Combien de fois as-tu dit « tout va bien » alors que tout s'écroulait en toi? Combien de fois t'es-tu abstenu de dire « j'attendais plus de peur de paraître dépendant, dramatique ou trop sensible ». Expliquer avec honnêteté et respect exige la confiance que l'autre va écouter. Mais cela demande quelque chose de plus rare encore, la confiance que tu mérites d'être écouté. Et c'est là le cœur du problème. Beaucoup ne parlent pas, parce qu'au fond, ils ne croient pas que leur douleur a de la valeur. Ils pensent qu'ils exagèrent, qu'ils dérangent, qu'ils n'ont pas le droit de ressentir ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas de la timidité, c'est une désautorisation émotionnelle chronique. C'est pourquoi développer la capacité d'expliquer demande bien plus que du vocabulaire. Cela demande de reconstruire son identité. Apprendre à se voir comme quelqu'un qui a de la valeur, même lorsqu'il est blessé. Quelqu'un qui peut parler et être aimé malgré cela. Mais, et si l'autre n'écoute pas? C'est là qu'intervient la deuxième marque de la maturité émotionnelle. La capacité à rester calme. Être calme ne veut pas dire être apathique, ni passif. Être calme, c'est savoir que tu as des options. C'est comprendre que tout ne doit pas être résolu immédiatement, dans les cris, sous pression. Que le silence peut être un choix et non une punition. Que l'attente peut être une stratégie et non une fuite. Une personne émotionnellement mature ne panique pas quand elle n'est pas immédiatement comprise. Parce qu'elle possède quelque chose de rare, une relation saine avec elle-même. Elle sait qu'elle pourra revenir sur le sujet plus tard, qu'elle pourra reformuler, qu'elle peut prendre de la distance sans se venger, qu'elle peut être en désaccord sans détruire. Mais d'où vient cette calme solidité? Elle vient d'une chose précieuse, une véritable estime de soi. Pas celle des slogans de développement personnel,
pas celle qui dépend des likes sur les réseaux sociaux, mais celle qui se forge dans la pratique quotidienne du respect de ses émotions et dans le non-dépendance au regard de l'autre pour se sentir digne. Et voilà le paradoxe. Plus tu te sens entier, moins tu as besoin de crier pour exister. Plus tu t'écoutes, moins tu implores d'être entendu. Plus tu te fais confiance, moins tu te sens menacé quand l'autre échoue. Mais peut-être que le trait le plus beau et le plus rare de la maturité émotionnelle, c'est la capacité à être vulnérable. Et maintenant, je te pose une question. Sais-tu vraiment ce que signifie être vulnérable? Pas en théorie, pas dans les mots, mais dans la chair, dans l'âme, dans le quotidien. Être vulnérable, c'est regarder quelqu'un et dire « Je me sens fragile. J'attendais autre chose. Cela m'a affecté, plus que je ne voulais. » C'est dire cela en sachant que l'autre peut ne pas répondre, qu'il peut se taire, qu'il peut rire, qu'il peut partir. Être vulnérable, c'est prendre le risque d'être réel. Et malgré cela, choisir la vérité plutôt que le masque. Mais comment quelqu'un parvient-il à faire cela? Simple, en construisant un espace sûr en soi. Une voix intérieure qui dit « Même s'il ne te comprend pas, tu n'as pas tort de ressentir ce que tu ressens. » Un socle qui te permet de rester debout, même si l'autre ne t'offre pas le réconfort que tu espérais. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est du courage. C'est de la présence. C'est la maturité dans sa forme la plus pure. Et vois comme tout se relie. Expliquer, c'est devenir clair sans se cacher. Rester calme, c'est choisir quand et comment agir, sans être dominé. Être vulnérable, c'est se permettre d'être vu, sans se saboter, sans s'endurcir. Ces trois vertus sont comme des muscles d'une nouvelle manière de vivre, mais comme tout muscle, elles demandent de l'entraînement. Personne ne naît avec tout cela. Certains ont la chance de grandir dans des environnements émotionnellement sains. Mais la majorité d'entre nous n'a pas eu ce privilège. On a grandi avec des cris, des silences, des punitions, la peur de mal faire. On nous a appris à nous taire pour préserver la paix, à cacher pour éviter le conflit. On nous a félicités pour notre obéissance, mais pas pour notre authenticité. Alors, nous avons grandi ainsi, grands à l'extérieur, petits à l'intérieur. Mais maintenant, tu sais. Et savoir transforme, même lentement, même dans la douleur. Tu sais maintenant qu'un autre chemin est possible, qu'on peut agir sans se cacher, qu'on peut parler sans attaquer, qu'on peut ressentir sans s'effondrer. La seule question qui reste est: es-tu prêt à réapprendre? À entraîner une nouvelle langue émotionnelle? À construire ces trois vertus avec patience, effort et présence? As-tu déjà réfléchi au fait que tu as peut-être passé toute ta vie à attendre que quelqu'un t'apprenne à devenir adulte? À l'intérieur, tu as appris à marcher, à lire, à utiliser des couverts, à conduire, à envoyer des emails, à respecter des délais. Mais qu'en est-il de la douleur? De la façon de communiquer une frustration sans l'attaquer? De dire non sans imploser intérieurement? Quelqu'un t'a-t-il appris cela? Non. Parce que presque personne n'a appris cela à personne. Et ce qu'il y a de plus troublant, même ceux qui semblaient savoir, ne faisaient que jouer un rôle. Des personnes élégantes, éduquées, accomplies, des leaders, qui s'effondraient émotionnellement à la moindre contrariété intime. Car le monde nous a préparés pour le marché, pour la scène, pour le CV, mais jamais pour ce qui soutient ou détruit une vie, les relations humaines. C'est pourquoi, maintenant, il faut parler de ce que personne ne nomme. Il faut parler des véritables signes de la maturité émotionnelle, pas de ces comportements de façade qu'on apprend dans les livres de développement personnel ou les conférences LinkedIn, mais de ceux qui naissent de l'intérieur, de ceux qui ont eu le courage de se regarder dans le miroir et de dire « Je ne sais pas encore gérer ça, mais je veux apprendre ».
Commençons par un paradoxe inconfortable. La plupart des gens pensent qu'être émotionnellement mature, c'est être imperméable à la douleur. C'est savoir prendre sur soi, ne pas se laisser atteindre, rester au-dessus de tout. Mais ça, c'est l'anesthésie, pas la maturité. La personne émotionnellement mature ressent, et ressent profondément. Mais elle ne laisse pas ses émotions se transformer en auto-sabotage. Le premier signe d'une personne ayant atteint la maturité émotionnelle, ce n'est pas la froideur, mais la capacité à exprimer honnêtement ce qu'elle ressent, même quand ça fait mal, même quand ça l'expose, même quand l'autre ne va peut-être pas aimer entendre la vérité. Et cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Parce que nous vivons dans une société où tout se dit de manière indirecte, en silence, un sous-entendu, un sarcasme, en fuite. Nous disons « c'est rien » quand nous sommes blessés. Nous disons « laisse tomber » quand nous avions désespérément besoin d'être entendus. Nous disons « je vais bien » alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Pourquoi faisons-nous cela? Parce qu'on nous a appris que le monde ne sait pas quoi faire de la douleur des autres. Et pire encore, que notre douleur est peut-être exagérée. Une sensiblerie, du drame. Alors nous avons internalisé un manuel invisible, ravale tes larmes, ne dérange pas, sois fort. Et ainsi, nous avons perdu le don le plus humain qui soit, transformer la douleur en langage. La maturité émotionnelle commence justement là où tu refuses de rester fluide dans la langue du non-dit. C'est quand tu apprends à dire « je suis triste »,« je me suis senti oublié »,« j'attendais plus et je ne sais pas comment gérer cela »,« j'ai besoin d'en parler, même si ça semble petit ». Et tu le dis non pas parce que tu as des garanties, mais parce que tu choisis le risque d'être vrai. Cette capacité à s'expliquer se construit. Elle ne naît pas avec l'âge. Et elle ne dépend pas du fait que l'autre soit prêt à entendre. Elle dépend du fait que toi, tu sois prêt à te montrer. Mais maintenant, réfléchis une seconde. Que faire si l'autre ne comprend pas? S'il se défend, t'accuse, se ferme? Que faire quand, même en communiquant bien, la douleur n'est pas accueillie? C'est là qu'apparaît le deuxième signe de maturité émotionnelle, la capacité à garder son calme. Et ce n'est ni de la passivité, ni le fait de tout encaisser. C'est exactement le contraire. Garder son calme, c'est avoir assez d'autonomie intérieure pour ne pas être aspiré par le chaos de l'autre. C'est faire tellement confiance à sa propre structure émotionnelle qu'on n'a pas besoin de réagir avec colère, précipitation ou désespoir. Et cela se construit avec de la présence, avec de la respiration, avec cette force silencieuse qui dit « je peux attendre ». Je peux sortir de la pièce et revenir plus tard. Je peux me protéger sans te blesser. Je peux être en désaccord sans me perdre moi-même. Les personnes émotionnellement mûres savent que tout dialogue n'a pas besoin d'avoir lieu au moment de l'explosion. Qu'une pause est parfois une preuve d'amour. Que donner de l'espace est parfois plus sage que d'insister. Soyons honnêtes, c'est difficile, parce qu'en nous, il y a cette petite part blessée, enfantine, dépendante qui hurle « Écoute-moi maintenant ». Elle veut être comprise tout de suite. Elle réclame une réparation immédiate, une reconnaissance urgente. Mais cette urgence, si elle n'est pas accueillie avec conscience, devient sabotage. Combien de relations se sont brisées parce que quelqu'un n'a pas su attendre 3 minutes de plus avant de crier? Combien d'amitiés détruites parce que quelqu'un a répondu sur le même ton que l'accusation? Combien de décisions irréversibles prises sous le feu de l'émotion et regrettées à froid? La maturité émotionnelle se manifeste quand tu es capable de retenir cet élan et de dire « Cela m'a blessé, mais je vais digérer et je reviendrai en parler. » Ce n'est pas une fuite.
c'est l'intelligence émotionnelle dans sa forme la plus raffinée. Mais peut-être que le trait le plus puissant et le plus rare de la maturité émotionnelle, c'est la capacité à être vulnérable. Et là, il faut démonter l'un des plus grands mensonges culturels. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est la forme de courage la plus authentique. Être vulnérable, c'est se montrer en entier. C'est dire « cela m'a touché, cela m'a blessé. Je dépends de toi à un certain niveau. Je tiens à toi plus que je ne voudrais l'admettre. » Mais au fil du temps, on nous a appris à cacher tout ça, à nier, à porter des masques, à faire semblant que ça ne fait rien, que ce n'est rien, que c'est passé. Mais la vérité, c'est que celui qui ne sait pas être vulnérable ne sait pas non plus être intime. Et celui qui ne sait pas être intime ne se sent jamais vraiment aimé. Parce qu'il vit dans la peur que, s'il se montrait totalement, l'autre le quitterait. Alors, il reste toujours un peu caché, un peu sur ses gardes, un peu en dehors de son propre corps. Mais l'amour véritable ne touche que ce qui est exposé, ne guérit que ce qui peut être vu, n'atteint que ce qui est offert sincèrement. Tu comprends ce que cela veut dire? Cela signifie que la vraie force émotionnelle, ce n'est pas de se protéger de tout, mais d'avoir une structure interne assez solide pour être traversée par la vie et rester entier. Les personnes émotionnellement matures ne prétendent pas qu'elles ne ressentent rien. Elles ressentent tout et ont confiance dans leur capacité à traverser cela. Elles n'ont pas peur de pleurer devant ceux qu'elles aiment. Elles n'ont pas honte de dire « j'ai besoin d'aide ». Elles ne se croient pas rabaissées en demandant du soin, parce qu'elles savent que reconnaître un besoin, ce n'est pas se soumettre, c'est s'honorer. La vulnérabilité est le lieu où la douleur rencontre la dignité. Et voici une question inconfortable, mais essentielle. Quand t'es-tu permis, pour la dernière fois, d'être vu entièrement? Sans filtre, sans défense, sans performance? Peut-être jamais. Et c'est OK. Parce que c'est ici que commence un nouveau chemin. Les 3 marques de la maturité émotionnelle, expliquer, garder son calme, être vulnérable, ne sont pas des idéaux inaccessibles. Ce sont des compétences que l'on peut apprendre, comme une langue étrangère, comme un instrument de musique, comme toute capacité humaine. Mais comme toute chose précieuse, cela demande du temps, de l'effort, de la pratique. Tu ne changeras pas tout du jour au lendemain. Tu vas trébucher, te contredire, retomber dans tes vieux réflexes. Mais peu à peu, tu verras naître un nouveau toi. Un toi qui n'a plus besoin de se taire pour préserver la paix, qui n'a plus besoin de crier pour être entendu, qui n'a plus besoin de se cacher pour être aimé. Ce toi mature existe déjà. Il a seulement besoin d'être nourri, cultivé, autorisé à grandir. Et la question qui reste est, vas-tu continuer à vivre avec la maturité qu'on t'a imposée, ou vas-tu construire celle que tu mérites? Parce qu'une chose est sûre, personne ne viendra te sauver. Personne ne t'apprendra cela comme tu l'aurais espéré. Tu devras apprendre avec la vie, avec les erreurs, avec les silences, avec des textes comme celui-ci, avec le courage de recommencer. Et ça, ce n'est pas une punition, c'est une libération. Car cela veut dire qu'à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de répéter les vieux schémas. Tu peux choisir autre chose. As-tu déjà envisagé de te réveiller à 30, 40 ou 50 ans et de découvrir que tu ne sais toujours pas gérer ta propre tristesse? Tu paies tes factures. Tu fais ce que tu dois faire. Tu as construit une carrière, peut-être une famille. Mais soudain, face à une déception mineure, un message ignoré, un mot de travers, un oubli, tu sens que quelque chose explose en toi. Quelque chose de disproportionné. Quelque chose qui te ramène à une douleur que tu ne savais même pas encore présente. C'est à ce moment que beaucoup commencent à soupçonner. Et si je n'étais pas aussi mûr émotionnellement que je le pensais?
et cette prise de conscience ne surgit pas avec fracas. Elle arrive au milieu d'un jour ordinaire, quand tu te vois réagir comme tu ne voudrais pas, quand tu réalises, Gepusalaï, que tu ne sais pas expliquer ce que tu ressens, que tu cries alors que tu voudrais demander, que tu te fermes alors que tu voudrais accueillir. Que faire de ce constat? Certains ignorent, d'autres rationalisent. Peu ont le courage d'affronter la vérité. La maturité émotionnelle ne nous a pas été transmise, et nous allons devoir la construire depuis zéro. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que peut-être tu devras faire maintenant, à 30, 40 ou 50 ans, ce que tu aurais dû apprendre à 5, à 8 douzièmes. Tu vas devoir apprendre à nommer ce que tu ressens, à reconnaître ta colère sans en avoir honte, à exprimer ta douleur sans te poser en victime, à communiquer un besoin sans penser que tu es en train de mendier. Et cela est dévastateur. Parce que cela signifie admettre que nos parents, nos écoles, nos environnements formateurs ont échoué. Pas par méchanceté, mais parce qu'on a aussi échoué avec eux. Le cycle est long et presque toujours silencieux. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus de 970 millions de personnes vivent aujourd'hui avec un trouble mental, dont la majorité trouve son origine dans des schémas émotionnels dysfonctionnels acquis dans l'enfance. La plupart ne savent pas nommer ce qu'elles ressentent. Et, pour cette raison, elles ressentent tout ou rien, de manière chaotique, brute, insoutenable. Tu comprends ce que cela signifie? Cela signifie que le monde est malade émotionnellement, pas par manque de ressources, mais par manque de langage. Nous vivons une épidémie d'illettrisme émotionnel. Et le plus dangereux dans cet illettrisme émotionnel, c'est qu'il ne se voit pas. Il se cache dans des phrases banales. Ce n'est rien. Laisse tomber. Je suis juste fatigué. Je n'aime pas le drame. Mais derrière ces phrases anodines, le choc intérieur. Des personnes entières, jamais écoutées, jamais invitées à s'élaborer, jamais autorisées à communiquer. Des gens entiers à l'extérieur et fracturés à l'intérieur. La question est, qu'allons-nous faire de cela maintenant? Allons-nous faire semblant de ne rien voir? Allons-nous continuer à répéter les mêmes schémas en espérant des résultats différents? Ou allons-nous affronter le fait que, même si ce n'est pas notre faute, c'est notre responsabilité? La responsabilité de réapprendre. Et voici le point le plus difficile de tous. Réapprendre en tant qu'adulte est bien plus dur qu'apprendre en tant qu'enfant. Parce que désormais, tu as une identité construite. Tu as des habitudes ancrées. Tu as de la honte, de l'orgueil, des traumatismes, des cicatrices. Maintenant, chaque pas en avant exige de la déconstruction. Et déconstruire fait mal. Mais cela libère aussi. Peut-être que tu te demandes en ce moment, d'accord, mais comment on fait? Comment peut-on réapprendre quelque chose d'aussi invisible que la maturité émotionnelle? Avec du temps, avec de l'exposition, avec de l'essai. Mais avant toute technique, il y a une décision. Arrêter de se mentir. Se mentir en disant que tout va bien. Se mentir en disant qu'on n'a pas besoin d'aide. Se mentir en affirmant qu'on a déjà tourné la page. Se mentir en disant « ça ne me touche plus ». Se mentir avec « je suis comme ça ». Cette décision est le point de départ. C'est elle qui ouvre la porte à un véritable apprentissage, parce que sans vérité, il n'y a pas d'évolution, seulement de la performance. Et la performance émotionnelle épuise, elle écrase, elle devient maladie. Tu n'as plus besoin de faire semblant. Tu peux dire « Je ne sais pas comment gérer ça. Je n'ai jamais appris. Je réagis comme un enfant quand je me sens rejeté. Je fuis quand je sens que je vais être exposé. Je me ferme quand, au fond, j'aimerais m'ouvrir. » Tu peux le dire et rester digne.
parce que rien de tout cela ne te diminue. Ce qui te diminue, c'est de continuer à jouer un rôle qui n'est pas le tien. Et à ce stade, il est important de faire une pause, de respirer, de sentir la force de cette vérité. Tu n'es pas en retard, tu es en train de commencer, et tout début est confus, inconfortable, solitaire. Mais c'est le seul endroit d'où quelque chose de nouveau peut naître. Prenons un exemple simple, mais brutal. Tu es en couple. Ton ou ta partenaire change de ton pendant une conversation, semble impatient, irrité, plugisse. Tu ressens une tension monter dans ton corps. Ton estomac se serre, ton esprit s'emballe. Elle en a marre de moi. Elle va me quitter. Je dérange. Tu réagis par la colère ou par le silence, ou tu quittes la pièce. Mais et si c'était juste une mauvaise journée au travail? Et si rien de cela n'avait à voir avec toi? Cette réaction automatique, cette anticipation de l'abandon, ce mini-effondrement émotionnel, n'ont rien à voir avec le présent. Ils sont liés au passé encore actif en toi. Et c'est cela qu'il faut rééduquer. Tu dois apprendre à toi-même que tu n'es plus dans cette maison où le silence de ta mère signifiait punition, que tu n'es plus dans cette chambre où tes pleurs étaient ignorés, que tu n'es plus cet enfant qui devait deviner l'humeur de son père pour ne pas être humilié. Tu as grandi, mais une partie de toi vit encore là, et toi seul peux aller la chercher, la prendre par la main et dire « Maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Maintenant, je t'écoute. Tu peux parler. » Ce n'est pas de la poésie. C'est de la restructuration intérieure. C'est faire, à 35 ans, ce que personne n'a fait quand tu avais 7 ans. C'est construire, à 40, la base émotionnelle qui a manqué dans ton enfance. C'est dire, sans honte, que tu es encore en train d'apprendre. Et apprendre ça prend du temps. Selon des études en neurosciences affectives, il faut en moyenne entre 10 000 et 15 000 cycles de répétition émotionnelle pour qu'un nouveau schéma de réaction s'ancre durablement dans le cerveau adulte. Autrement dit, comprendre ne suffit pas. Il va falloir pratiquer. Respirer avant de répondre. Revenir en arrière. S'excuser. Essayer à nouveau. Ressentir la culpabilité et avancer malgré tout. Tomber et se relever. C'est ça, le véritable processus d'alphabétisation émotionnelle. Ce n'est ni rapide, ni beau, mais c'est réel. Et chaque effort en vaut la peine. Et peut-être que le plus beau dans tout cela, c'est de réaliser que tu n'as pas besoin d'être prêt pour commencer. Tu as seulement besoin d'être présent. Parce que la maturité émotionnelle n'est pas un lieu. C'est un chemin. Et chaque fois que tu choisis de nommer ce que tu ressens au lieu d'attaquer, chaque fois que tu choisis d'attendre au lieu de crier, chaque fois que tu te laisses voir au lieu de te cacher, tu es, oui, en train de mûrir. Et ce chemin, bien qu'il soit individuel, n'a pas besoin d'être solitaire. Des millions de personnes dans le monde vivent ce même moment, réalisant qu'elles n'ont pas appris et décidant qu'il est encore temps. Cette communauté grandit, en silence, avec courage, avec douleur. Des gens comme toi, qui ressentent, qui pensent, qui tombent et qui continuent. Et c'est pour cela que ce canal existe. Non pas pour te donner des formules toutes faites, mais pour te rappeler que tu n'es pas seul, qu'un langage émotionnel est possible, qu'il est possible de réapprendre, recommencer, réparer, revenir à l'équilibre. Il existe un moment dans la vie où tout ce que tu sais ne suffit plus. Tu sais où travailler, comment payer tes factures, comment faire semblant d'aller bien sur les réseaux sociaux. Tu sais sourire en réunion et calculer ce que tu dois ou non dire à un dîner de famille. Mais parfois, tout cela s'effondre à cause d'une simple phrase mal formulée. Un silence de l'autre côté du lit. Un « non » inattendu. Une disparition sans explication. Et soudain,
ce qui semblait sous contrôle devient chaos. Tu ressens une colère enfantine monter en toi, une tristesse démesurée, une urgence que tu ne sais même pas nommer. Et le plus dévastateur, tu te rends compte que tu n'as aucun outil pour gérer cela. Aucun. C'est alors que surgit une lucidité que peu ont le courage d'affronter. Tu as grandi sans apprendre à être adulte émotionnellement. Et maintenant, il faut retourner à l'école émotionnelle. Mais pas une école traditionnelle, car cette école est solitaire, invisible, sans salle, sans tableau, sans professeur. Elle a lieu au cœur des relations, des malentendus, des crises. Et tu es à la fois l'élève, le professeur et le terrain d'examen. Ça semble injuste, n'est-ce pas? Après tout, tu n'es pas responsable de ne pas avoir appris ça dans ton enfance. Mais la vérité, c'est que maintenant, en tant qu'adulte, la responsabilité d'apprendre t'appartient. Personne ne le fera à ta place. Et cela, c'est cruel, mais aussi libérateur. Parce que si personne ne peut te sauver, plus personne ne peut t'empêcher d'évoluer. La vraie question est, comment apprend-on quelque chose d'aussi impalpable que la maturité émotionnelle? Ce n'est pas avec des phrases toutes faites, ni avec des livres de développement personnel à la mode. C'est avec de la pratique, de la douleur, de la répétition et de la présence. Exactement comme on apprend une nouvelle langue. Commençons par là. La maturité émotionnelle est un langage, et comme tout langage, elle a un vocabulaire, une structure et un contexte. À ta naissance, tu ne parlais pas, mais tu as écouté, observé, imité. Tu t'es trompé, tu as été corrigé, et un jour, tu as commencé à communiquer. C'est pareil pour le langage émotionnel. Si tu as grandi dans un environnement où on disait « Retiens tes larmes, arrête ton cinéma, un homme ne pleure pas, une femme doit supporter », alors tu as grandi sans vocabulaire émotionnel. Tu ressens beaucoup, mais tu ne sais pas l'exprimer. Et à cause de cela, tu l'exprimes mal. Soit tu exploses, soit tu te replies, soit tu fais semblant de ne rien ressentir. Mais aucun de ces chemins ne guérit. Ils ne font que repousser la blessure. Alors, le premier pas est de créer un nouveau vocabulaire. Arrête-toi maintenant un instant et demande-toi, que ressens-tu quand on t'ignore? Que ressens-tu quand on te compare à quelqu'un? Que ressens-tu quand on ne t'écoute pas? Et surtout, peux-tu nommer ces sentiments avec précision? Ou tout devient-il simplement colère ou ça va? Apprendre à nommer, c'est la première étape du processus. Sans nom, il n'y a pas de transformation. Sans nom, l'émotion devient ombre. Et voici une curiosité peu connue. Le simple fait de nommer précisément une émotion réduit son intensité physiologique. Des études en neurosciences montrent que si tu dis « je suis anxieux », ton cerveau reste en alerte. Mais si tu dis « je me sens insécure parce que je crains d'être rejeté », alors l'amygdale cérébrale, zone qui traite les menaces, commence à se calmer. Autrement dit, plus tu es précis sur ce que tu ressens, plus tu gagnes en contrôle émotionnel réel. Et ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la biologie. Mais allons plus loin. Nommer n'est que le début. Après avoir nommé, il faut apprendre à communiquer sans accuser. Et c'est l'un des plus grands défis de la maturité émotionnelle. Car presque tout le monde apprend à parler de ses émotions en accusant l'autre. Tu me fais me sentir inutile. Tu ne m'écoutes jamais. Tu me déçois toujours. Mais la maturité émotionnelle commence quand tu changes la forme et la responsabilité de la phrase. Quand cela arrive, je me sens insécure. Quand tu ne réponds pas, j'interprète cela comme un rejet. Je me suis senti dévalorisé dans cette conversation. Tu vois la différence? La première forme accuse, la deuxième révèle. La première ferme l'autre, la deuxième ouvre le dialogue. Mais pourquoi est-ce si difficile à faire? Parce que communiquer honnêtement exige deux choses que la plupart craignent, la vulnérabilité et l'autoresponsabilité. La vulnérabilité, parce que tu t'exposes.
l'autoresponsabilité, parce que tu cesses de blâmer et tu commences à prendre soin de ta douleur. Et parfois, prendre soin de ta douleur, c'est choisir le silence, alors que tout en toi veut hurler. Pas pour faire semblant que ça ne fait pas mal, mais parce que tu sais que, à ce moment précis, crier ne ferait qu'agrandir le fossé. D'autres fois, la maturité, c'est revenir s'excuser, même si tu pensais avoir raison. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu as compris que, dans ta volonté d'avoir raison, tu as blessé. Et ça, c'est profondément contre-culturel. Nous vivons à une époque où tout le monde veut gagner une dispute. Mais la maturité émotionnelle, c'est quand tu choisis de sauver la relation, pas ton ego. Voici maintenant un petit souffle narratif. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as peut-être compris quelque chose que beaucoup ignorent toute leur vie. Grandir émotionnellement, ce n'est pas devenir un être illuminé. C'est apprendre à vivre avec son humanité, chaque jour. Mais ce n'est pas tout. Apprendre ce nouveau langage demande aussi une exposition contrôlée. Tu ne vas pas apprendre à mieux communiquer seul dans ta chambre. Tu vas devoir pratiquer à échouer, ajuster. Et pour cela, tu vas avoir besoin d'un environnement un minimum sûr. Peut-être un ami avec qui t'entraîner, un thérapeute, un journal, une conversation avec toi-même dans le miroir. Oui, dans le miroir. Parce que parfois, le premier pas de la maturité, c'est regarder tes propres yeux et dire « Tu as le droit de ressentir, mais tu as aussi le devoir de prendre soin de ce que tu ressens. » C'est le cœur du processus. Il ne s'agit pas d'arrêter de ressentir, mais d'arrêter d'utiliser ce que tu ressens comme excuse pour détruire. C'est ici que le muscle émotionnel commence à se former. Tu vas réaliser que tu peux attendre avant de répondre, que tu peux dire « je suis confus » au lieu d'accuser, que tu peux rester dans la conversation même quand l'autre te frustre, que tu peux partir sans claquer la porte, que tu peux revenir sans te rabaisser. Et cette victoire silencieuse vaut plus que n'importe quel diplôme, parce qu'elle change tout. Elle change ta façon d'aimer, d'éduquer tes enfants, de diriger, de te relier, de vivre. Et maintenant, vient la question qui fait peur, mais qui libère. Es-tu prêt à pratiquer ça pendant des années, même sans applaudissements, même sans reconnaissance, même en échouant souvent sur le chemin? Parce que c'est ça, le vrai sujet. Apprendre la maturité émotionnelle à l'âge adulte, c'est un engagement de fidélité envers toi-même. Un engagement à ne plus répéter ce qu'on t'a fait subir. À être pour toi l'adulte que tu n'as jamais eu. À être pour l'autre l'espace sûr que tu n'as jamais trouvé. Et si tu crois qu'il est trop tard, sache ceci. Il n'y a jamais de trop tard pour celui qui décide de devenir entier. Il arrive un moment où l'on ne peut plus faire semblant. Tu peux bien continuer à suivre ta routine, à nourrir ta productivité, à afficher des sourires sur les réseaux sociaux. Mais à l'intérieur, quelque chose crie. Ce n'est pas ton travail, ni ta ville, ni ta coupe de cheveux. C'est quelque chose de plus intime, de plus silencieux. Quelque chose qui t'accompagne depuis des années, mais qui, seulement maintenant, commence à réclamer ton attention, ta relation avec tes émotions, ce que tu ravales, ce que tu repousses, ce que tu maquilles. C'est ta structure émotionnelle, ou son absence, qui te dit qu'il est temps de changer. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as suivi ce chemin depuis le début, alors tu l'as déjà compris. Grandir de l'intérieur est un voyage invisible, profond, solitaire et courageux. Parce que personne n'applaudit pour ça. Personne ne voit quand tu choisis le silence au lieu de l'explosion. Quand tu assumes une erreur, même en pouvant te défendre. Quand tu choisis d'écouter, alors qu'il serait plus facile de tourner le dos. Quand tu reviens pour parler, même après avoir juré que tu ne reviendrais jamais.
Ces gestes discrets, ce sont là que s'installe la véritable maturité, discrètement mais puissamment. Et maintenant, avec cette nouvelle conscience, ce regard plus honnête sur toi-même, une question inévitable surgit. Et maintenant, que faire de tout ça? Que faire de cette clarté inconfortable qui révèle que bien des choses que tu appelais authenticité n'étaient que des mécanismes de défense? Que non de tes réactions n'était-ce pas de la force, mais de la peur? Que bien des conflits ne venaient pas des autres, mais de ton propre passé non résolu? La réponse est directe et paradoxalement libératrice. Tu commences à faire des choix différents, à laisser de côté le mode automatique, à interrompre l'ancien scénario, à respirer avant de répondre, à ressentir avant de juger, à communiquer avant d'accuser. Tu entames peu à peu la construction d'une nouvelle manière d'exister, une façon de se relier plus honnête, plus consciente, plus vraie. Tu apprends une nouvelle langue, une langue sans sarcasme, sans manipulation, sans masque, une langue que peu maîtrisent, mais que tout le monde reconnaît, celle de la présence. Oui, la présence. Car au fond, tout ce que nous avons vu jusqu'ici, nommer ses émotions, garder son calme, assumer ses vulnérabilités, pratiquer de nouvelles formes d'expression, tout cela se résume à une seule chose, être pleinement là, maintenant. Présent à toi-même. Présent à l'autre, même quand il ne répond pas. Présent à tes blessures anciennes, sans chercher à les anesthésier. Présent à la réalité, et non à l'image. Et c'est précisément là que beaucoup glissent, parce que être présent demande du courage. Le courage de renoncer au contrôle, de courir le risque d'être mal compris, de paraître fragile aux yeux des autres, de dire « je suis là », même sans certitude. Mais c'est dans cet endroit nu, sincère, que les relations changent pour de bon. C'est là que tu cesses d'impressionner et que tu commences à te permettre d'exister. C'est là que tu te rencontres et qu'enfin, tu es rencontré. Mais cela a une conséquence naturelle. Certaines personnes s'éloigneront parce que ta transparence va déranger ceux qui vivent dans le paraître, parce que ton calme va contraster avec le vacarme de ceux qui sont encore en guerre contre le monde, parce que ta disponibilité va mettre en lumière l'absence des autres. Et oui, cela peut faire mal. Tu peux te sentir à part, seul, déconnecté, mais ce n'est pas un échec. C'est le signe que tu changes de fréquence. Et sur cette nouvelle fréquence, d'autres personnes apparaîtront. Des personnes qui écoutent sans vouloir réparer, qui posent des questions et attendent les réponses, qui demandent pardon sans attendre d'applaudissements, qui prennent soin sans contrôler, qui se trompent, assument et recommencent. Ces personnes existent, mais elles n'arrivent que lorsque tu arrêtes de jouer un rôle. Alors, n'attends pas une nouvelle crise, ni une autre douleur, ni un nouvel abandon. N'attends pas que tout le monde te comprenne, ni de te sentir prêt à 100%. Tu ne te sentiras jamais complètement prêt, mais tu peux te montrer quand même. Tu peux t'ouvrir, tu peux essayer. La disponibilité vaut plus que la préparation. Disponible pour ressentir, pour apprendre, pour tomber et se relever. Disponible pour faire confiance, pour aimer, pour demander de l'aide, pour dire « ça me touche ». Mais je peux y faire face. Parce qu'au fond, la maturité émotionnelle, ce n'est pas ne plus ressentir. C'est continuer, tout en ressentant tout. C'est ne pas laisser la douleur te transformer en pierre, ni la peur te refermer, ni l'orgueil t'éloigner. C'est traverser la tempête et rester soi-même, plus vrai, plus conscient, plus entier. Tu mérites cela. Tu l'as toujours mérité. Et peut-être que maintenant, seulement maintenant, tu es prêt à choisir ce chemin. Et si quelque chose en toi s'est déplacé pendant cette marche, si une phrase t'a touché, bousculé,
apaisé ou fait pleurer, alors le voyage a déjà commencé. Tu n'es plus le même. Et surtout, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Maintenant, tu sais que la maturité ne vient pas avec l'âge, qu'il faut réapprendre, qu'il est possible de changer, que ressentir n'est pas une faiblesse, que grandir de l'intérieur est un acte de courage. Et c'est pourquoi, avec humilité et respect, je te demande 3 gestes simples. 1. Aime cette vidéo, comme un signe que cette parole t'a touché, que quelque chose a été semé en toi. 2. Abonne-toi à la chaîne, car ce n'est que le début. Nous allons approfondir, apprendre ensemble, nous tromper ensemble, grandir ensemble. 3e, laisse un commentaire, écris ce qui t'a marqué, partage ce qui t'a le plus fait mal ou le plus apaisé. Quand tu écris, tu t'ancras. Et quand quelqu'un lit, il se sent moins seul. Ton processus peut éclairer celui de quelqu'un d'autre. Et enfin, le plus important de tout, merci. Merci d'être resté jusqu'ici. Merci de t'être permis de ressentir. Merci d'avoir regardé en toi. Merci d'avoir eu le courage de commencer. Tu es rare. Tu es en train d'éclore. Et le monde a besoin de toi. Pas de toi parfait, mais de toi présent, vivant, entier, humain.